Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais parler d'un sujet qui n'est pas forcément joyeux, à savoir le deuil. Alors, peut-être que certaines et certains vont me dire que c'est un sujet qui a déjà été abordé à de nombreuses reprises, mais j'avais vraiment envie de le poser d'une manière différente. Pas forcément nouvelle, mais d'une manière qui permettra peut-être de compléter ce qui se dit déjà sur la question. Et je le fais surtout parce que j'ai remarqué que dans mes accompagnements, la plupart des personnes qui viennent me voir après une séparation, une rupture, un décès, parlent souvent du deuil à faire, comme le fait de devoir accepter l'absence de l'autre pour pouvoir aller de l'avant et se reconstruire. Et c'est peut-être, selon moi, la lecture la plus incomplète qu'il existe sur cette thématique, puisque quand je parle du deuil, eh bien, je ne parle pas uniquement de celui qui est associé à la mort ou à la séparation avec un tiers. Je parle de tout ce que l'on perd et qu'on ne retrouvera jamais. Et quand je dis jamais, c'est jamais. Je vais vous donner un exemple, parce que celles et ceux qui me connaissent savent que je donne beaucoup d'exemples à travers mes épisodes, mais lorsque vous vous séparez d'une personne et qu'elle revient vers vous, ou que vous revenez vers elle, des mois ou des années plus tard, même si les sentiments sont toujours là, même si l'envie de reformer quelque chose est présente, force est de constater que vous ne serez plus jamais la même personne que celle que vous avez été avant la rupture. Et ce n'est pas mauvais en soi. C'est simplement que l'être humain évolue même s'il résiste souvent au changement. Et il en est de même pour la personne en face. Ce qui m'amène donc au cœur du sujet, qui est que, selon moi, ce qui fait que certaines personnes souffrent pendant longtemps, c'est parce qu'elles ne travaillent pas le deuil au bon endroit. C'est-à-dire, si je ne travaille la perspective d'aller mieux qu'en fonction de ce que j'ai perdu, j'oublie de travailler ce que cette perte a fait bouger en moi. Et dans ce cas, je m'accroche à la personne que j'étais avant, à l'identité que j'avais construite tout autour de ça, sans me rendre compte qu'en réalité, cela aussi a disparu. Et pour intégrer cela, eh bien, il faut d'abord comprendre que le deuil n'a pas qu'un seul visage. Quand ce que j'ai perdu me nourrissait, que ce soit une personne, une activité, un cadre de vie, ce que je perds, ce n'est pas juste la chose en elle-même, c'est tout ce qu'elle me permettait d'être. La confiance que j'avais en ce contexte-là, la place que j'ai occupée, la manière dont je me percevais à travers. Et c'est exactement pour cette raison que la douleur va bien au-delà du simple manque. Car ce qui fait le plus mal en réalité, c'est de ne plus savoir qui l'on est une fois que ce repère disparaît. Et c'est d'autant plus criant dans les situations où le lien à l'autre ou à l'objet a été souffrant. Quand ce que j'ai vécu m'a abîmé, quand il y a eu trahison, injustice, maltraitante, peu importe le cadre, le deuil ne porte pas sur les bons souvenirs. Il porte sur les réponses que je n'aurai jamais, les explications que personne ne me donnera, les excuses que je n'entendrai pas, la justice qui ne viendra pas. Et c'est un deuil que beaucoup de gens portent sans le savoir, parce qu'on ne leur a jamais dit que renoncer à la justice est aussi un deuil. Renoncer à ce qu'on ne leur a jamais donné et qu'on ne leur donnera jamais est aussi un deuil. Et c'est extrêmement difficile pour les victimes parce que c'est justement ce qu'elles attendaient pour pouvoir se redéfinir, se réparer, retrouver un sens à leur existence. Mais dans les deux cas, que l'on ait perdu quelque chose de bon ou qu'on ait vécu quelque chose de douloureux, nous faisons la même chose sans nous en rendre compte. C'est-à-dire que nous continuons à chercher des réponses là où il n'y a plus personne pour répondre. Nous attendons de ce qui n'est plus là qu'il nous dise qui nous sommes, qui nous autorise à guérir. Alors je ne sais pas si vous connaissez la théorie de la lettre que personne ne lira. Non? Eh bien c'est normal, je viens de l'inventer. Alors imaginez que tous les jours, vous envoyez une lettre à la même adresse, tout en sachant que la personne a déménagé depuis longtemps. Et vous espérez encore que le facteur vous apporte une réponse, une nouvelle. Mais le problème, c'est que cette adresse, même si elle existe toujours sur le papier, elle n'appartient plus à la personne que vous cherchez à joindre. Et c'est exactement la même chose qu'il se passe en nous. Cette adresse, cette place que l'autre ou que la chose occupée dans notre cœur, dans notre esprit, existe encore, physiquement, mais elle est vide. Et donc je continue à vouloir nourrir cette part de moi en sollicitant quelque chose qui n'existe plus ou quelqu'un qui n'est plus là. Et donc, si je continue à vouloir nourrir cette part de moi en sollicitant quelque chose qui n'existe plus ou quelqu'un qui n'est plus là, comment puis-je avancer? Eh bien, la réponse est que je ne peux pas. Et soyons bien clairs là-dessus. En réalité, ce n'est pas la lettre que vous avez écrite le problème, c'est l'adressage.
Tant que je continue à adresser mes questions, mes attentes, mon besoin de réparation à quelque chose qui n'est plus là, eh bien je reste bloquée. Cela ne signifie pas que la réponse n'existe pas, mais simplement que je la cherche au mauvais endroit. Et puisque je suis lancée, voici un nouvel exemple. Une personne qui vit une rupture et qui pendant des mois attend que l'autre revienne s'expliquer, qu'il donne des raisons, qu'il s'excuse, qu'il reconnaisse ce qu'il a fait, va diriger toute son énergie vers cette réponse qui ne viendra peut-être jamais. C'est-à-dire qu'elle écrit à la mauvaise adresse. Mais le jour où elle arrête, le jour où elle se regarde en face, elle découvre que la réponse qu'elle espérait n'avait jamais eu besoin de venir de l'autre. Elle comprend pourquoi elle a accepté certaines choses, pourquoi elle est restée aussi longtemps. Elle comprend tout ce que cette situation disait d'elle. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? La réponse en réalité était là depuis le début, mais pas sous la forme demandée et pas sous la forme d'un « je suis désolé ». Cette personne a eu son retour dans la compréhension d'elle-même. Et c'est la même chose pour quelqu'un qui perd un emploi ou un projet qui comptait énormément. Il va passer des mois à essayer de retrouver exactement la même chose ailleurs, le même cadre, la même dynamique. Et bien parfois ça ne fonctionne pas, parce que ce qu'il cherche n'est pas le projet en lui-même, c'est ce que ce travail lui permettait de valider en lui, le sentiment d'exister, sa valeur, sa légitimité. Il cherche à remplir un vide intérieur par le biais de sa carrière. Et bien entendu qu'il peut retrouver tout ça, mais pas au même endroit, pas de la même manière. Et c'est exactement ce qui se joue dans le deuil de manière générale. Qu'on en ait conscience ou non, on continue parfois de s'adresser à un endroit qui ne peut plus nous répondre. Et ce que l'on a parfois du mal à comprendre, c'est que la part de nous qui s'accroche à cet endroit ne pourra plus jamais être comblée autrement ou ailleurs, parce qu'elle n'existait qu'à travers le contexte et le lien disparu. Alors on pourrait me dire, mais Myriam, bien sûr que je peux me réparer, je peux m'apporter cet amour à moi-même, je peux trouver cette reconnaissance ailleurs. Et c'est vrai, on peut soigner la blessure, on peut reconstruire un nouveau terrain. Mais cette version, qui n'existait que dans le regard de l'autre, que dans cette dynamique précise, ne reviendra pas. On ne retrouvera pas la même chose et de ce fait, on deviendra quelqu'un d'autre. Et cela implique donc de dire au revoir à cette part de soi pour enfin la laisser appartenir au passé et la rendre tout simplement à l'histoire dont elle fait partie. Et en faisant ce deuil, je libère de l'espace en moi. Et c'est à partir de là que je peux reprendre le stylo, non plus pour écrire une lettre au passé, mais pour définir qui je suis aujourd'hui et qui je souhaite être de même malgré l'absence, malgré le manque. Je crée alors une nouvelle version de moi qui habite une nouvelle adresse, à savoir le présent. Un lieu où je n'attends plus de réponses qui ne peuvent pas venir de lieux qui n'existent plus. Et je réalise enfin que les réponses ne dépendent plus de mon lien à l'autre, mais de ce que j'accepte de regarder dans mon propre fonctionnement. Et c'est là que le deuil change de nature. Ce n'est plus juste une épreuve à traverser, c'est un point de départ. Et quand ce deuil-là n'est pas fait, les conséquences se manifestent un peu partout dans votre vie. Prenons l'exemple de la jalousie, dans le cadre d'une nouvelle relation. Vous êtes avec quelqu'un de bien, le lien est sain, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de douter, de surveiller, de questionner. Et quand on creuse, eh bien on se rend compte que ce n'est pas cette relation-là qui pose forcément problème. C'est qu'à une époque, vous avez probablement été trompé ou trahi. Ce qui signifie que la blessure qui n'a jamais cicatrisé est toujours à l'œuvre. Et ce qui est malheureux, c'est que tant que vous ne lui apportez aucun soin, vos angoisses, vos peurs, vos freins se répéteront d'une relation à l'autre, même si vous changez de partenaire ou d'environnement. Et cela ne veut pas dire que vous êtes le problème, que vous n'avez pas de chance. Cela signifie simplement que votre inconscient n'a pas vraiment fait le deuil de l'ancien, même si en apparence vous pensiez l'avoir fait. Alors vous allez peut-être me dire encore une fois, mais qu'est-ce qui fait que l'on revit les mêmes dynamiques et que le deuil d'une relation ou autre est si difficile à traverser ? Eh bien, il y a une erreur que je rencontre fréquemment dans mes accompagnements et qui est que certaines personnes, sans s'en rendre compte, essayent de construire quelque chose de nouveau en essayant de retrouver ce qu'elles ont perdu. Elles cherchent dans la nouvelle relation ou situation ce que l'ancienne leur a procuré ou ce que l'ancienne aurait dû leur donner. Et tant qu'elles vivent dans ce besoin de réparation, elles ne peuvent pas vivre le présent et ne sont pas disponibles pour ce qui est devant elles ou pour ce qui les attend, puisqu'elles ont le regard et l'attention fixés sur le passé.
Et attention, il n'y a pas de jugement là-dedans et il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport à ça. Parce que cela nous apporte toujours un bénéfice secondaire. C'est-à-dire que tant que je m'accroche à ce qui n'est plus, je garde l'illusion du repère. Et tant que je tiens ce repère, eh bien je n'ai pas besoin de regarder ce qu'il y a derrière. Et si on s'accroche aussi fort, c'est parce que derrière cette souffrance, il y a quelque chose dont on parle peu et que j'aimerais aborder, mais c'est le vide. Si je lâche cette part de moi, alors qui suis-je? Si je ne suis plus la personne qui souffre de cette perte, si je ne suis plus la personne qui attend des excuses, si je ne suis plus la personne qui espère que les choses redeviennent comme avant, alors que me reste-t-il et que suis-je encore une fois? C'est ce que l'on appelle le biais de familiarité. Cela ne signifie pas que l'on aime souffrir, c'est simplement que cette souffrance nous donne un ancrage, une place, un rôle, le rôle de celui qui aime encore, qui attend et qui espère. Et tant que cet ancrage existe, eh bien on sait encore qui on est. On se dit que tant qu'on y pense, même si cela fait mal, alors le lien perdure. Et tant qu'il perdure, je n'ai pas à me confronter au vide. Sauf qu'un jour ce repère s'effondre. Soit parce que la vie nous l'arrache, soit parce qu'on n'en peut plus d'avoir à le porter. Et c'est à ce moment-là que le vrai travail de deuil commence. Car ce que l'on découvre, à ce moment-là, va bien au-delà de l'absence que l'on a perdue. Puisqu'en plus de devoir subir la perte, on doit également apprendre à exister, à se redéfinir sans ce qui était et qui n'est plus. Ceci étant dit, j'aimerais quand même partager avec vous une part de mon vécu, de ce que j'ai traversé personnellement avec la perte de mes grands-parents, et de ce que les rêves m'ont montré avant et après leur départ. Et je vais vous parler d'une autre manière de vivre le deuil. Pas celle qui consiste à dire qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut tourner la page, mais de celle où on peut honorer ce que l'on a vécu, garder le lien finalement sans qu'il ne devienne une charge pour nous. Mon grand-père, par exemple, est décédé il y a quelques années. Et ce que je vais vous dire là est quelque chose que j'aurais pu garder pour moi parce que c'est quand même intime, mais je pense qu'il y a des choses qui doivent être dites pour que les gens comprennent qu'il existe d'autres possibilités, d'autres manières de vivre la perte. Avant son départ, j'ai eu des rêves qui annonçaient ce qui allait se passer et je les ai eus bien avant que la situation ne se dégrade considérablement. Mais c'est comme si quelque chose en moi savait déjà ce que ma conscience n'avait pas encore accepté. Et quand mon grand-père est décédé, la douleur n'était pas exactement là où je l'attendais. Mon grand-père avait un certain âge. Donc rationnellement, je savais que les gens allaient finir par partir. Donc ce n'était pas une surprise pour moi au sens strict du terme. Mais ce qui m'a bouleversée, c'est tout ce que sa mort a emporté avec elle. Ce n'est pas seulement lui que je perdais, c'est tout ce que j'avais construit dans ma tête autour de sa présence. Toutes mes habitudes, tous les moments que je m'étais imaginé vivre en sa présence et qui ne se feront jamais. Tout ce qui allait arriver dans ma vie et qu'il ne verra pas. Et je pense que c'est ce qui m'a fait le plus mal. Ce n'était pas la mort en elle-même, c'est tout ce qui s'est annulé au moment où il est parti. Sans parler de toute une dynamique familiale qui s'est effondrée. Car qu'on le veuille ou non, dans certains cas, quand une personne disparaît, ce n'est pas juste un couvert en moins que l'on pose sur la table. C'est un pilier qui s'effondre. Et quand le pilier s'effondre, tout ce qui tournait autour doit se réorganiser, bon gré mal gré. Les rapports changent, l'équilibre, qu'il soit sain ou non, est fragilisé. Des choses qui tenaient uniquement du fait de la présence de cette personne disparaissent. Et je me suis rendu compte que je devais faire d'autres deuils dans mon deuil finalement. Mais là où les choses ont vraiment pris une tournure différente pour moi, c'est dans ce qui s'est passé après son départ. Mes rêves ont changé de nature. Il ne s'agissait plus de rêves liés à l'annonce de son décès. C'était tout autre chose. Il était là, il venait, il me parlait. Et ce qu'il disait n'avait rien à voir avec une forme de nostalgie ou des souvenirs que je me rejouais en boucle. Il me parlait de ce qu'il vivait, de là où il était et surtout de ce que moi j'allais traverser. Et je sais qu'en disant ça, une partie des personnes qui m'écoutent va penser que c'est l'inconscient qui compense une absence ou que le psychisme reconstitue la présence de quelqu'un pour ne pas avoir à affronter la perte. Et je comprends cette lecture et je ne la rejette absolument pas. Mais ce que je peux affirmer en tant que thérapeute qui travaille avec les rêves au quotidien, c'est que ce que je recevais dans ces rêves-là n'avait rien à voir avec un recyclage émotionnel. Il s'agissait d'informations que je ne pouvais pas détenir à ce moment-là et qui se sont vérifiées par la suite. Et attention, je ne dis pas ça pour convaincre qui que ce soit, ce n'est clairement pas mon rôle ici. Mais je le dis parce que
c'est d'une part ce que j'ai vécu, mais surtout parce que cela a transformé en profondeur mon rapport à la mort et au deuil. Et ce que j'ai compris à travers cette expérience, c'est que je n'avais pas à faire le deuil de son absence dans l'absolu. Ce que j'avais à faire, c'était le deuil d'un mode de contact. Le lien physique n'est plus, je ne le verrai plus, je ne l'entendrai plus, je ne le toucherai plus, c'est un fait. Mais le lien, lui, existe encore sous une autre forme, dans un espace qui est accessible en état de sommeil, dans un espace que les rêves ouvrent quand on accepte de les écouter. Et comme je l'ai dit, eh bien, ça a changé mon rapport à la mort. Je ne vis plus le deuil comme une absence totale. Je le vis comme la fin de la relation humaine et le début d'une autre. Et je sais que ce n'est pas la lecture de tout le monde, mais en tout cas, c'est la mienne. Et c'est ce que j'observe aussi chez des personnes que j'accompagne quand elles se mettent à écouter leurs propres songes avec attention et à écouter les messages en général de leur inconscient. Alors bien entendu, toutes n'ont pas effectivement ce même rapport à un défunt par exemple dans les rêves, et ça c'est important de l'accueillir. Mais ce que je constate, c'est qu'avec ce travail-là, les personnes arrivent à s'approprier leur deuil, à ne plus le subir mais à le traverser. Et pour ma part, c'est cette compréhension-là qui m'a portée quand ma grand-mère est partie il y a 2 ans. Parce que cette fois-ci, je savais. Ce que j'avais traversé avec mon grand-père m'avait appris une chose, et c'est que le deuil ne commence pas au moment de la mort. Ça se prépare dans la qualité du lien que l'on entretient avec la personne de son vivant. Sauf que dans notre société, on parle peu de la mort. C'est un sujet que l'on a tendance à éviter, à repousser, à contourner. Et on demande rarement à quelqu'un que l'on aime s'il a peur de mourir. On ne lui dit pas ce qu'il représente pour nous. Et on attend souvent que ce soit le bon moment. Et parfois, le bon moment n'arrive malheureusement jamais. Et c'est de cette manière que l'on se retrouve face à un deuil chargé de tout ce qui n'a pas été dit quand il était encore temps. Et en ce qui me concerne, je ne voulais pas vivre ça. Alors dès l'annonce de la maladie de ma grand-mère, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour être pleinement présente auprès d'elle, pour parler de l'amour, sans tabou, de la mort, pour savoir ce qu'elle vivait et si elle avait peur, ce qu'elle pensait, afin aussi de lui permettre de dire ce qu'elle n'avait jamais osé confier à qui que ce soit. J'ai été là dans ces dernières minutes, je lui ai tenu la main alors qu'elle partait, je l'ai embrassée. Et ce que je peux dire, c'est que même dans ce moment-là, je n'étais pas dans l'effondrement, j'étais dans la présence. Parce que tout ce qui devait être dit avait été dit, tout ce qui devait être vécu ensemble avait été vécu, et que ce qui se fera malheureusement sans elle sera honoré de manière différente. C'est-à-dire que je ne porte plus de culpabilité par rapport à ce qui n'a pas pu être fait parce que ces choses-là ne pouvaient pas être forcées de toute manière. Et cela ne m'a pas empêché de verser des larmes et d'être triste, bien sûr qu'il y a eu des larmes. Est-ce qu'il m'arrive encore 2 ans plus tard de pleurer quand je passe devant chez elle? Bien entendu, surtout dans des périodes où je me sens un peu plus vulnérable. Mais je n'ai pas passé de nuit blanche, je n'ai pas arrêté de travailler pendant des mois, je ne me suis pas accrochée à des objets qui lui appartenaient. Parce que le lien n'a pas, selon moi en tout cas, besoin de ça pour continuer à exister. Il est vivant à travers ce que je suis, à travers ce que je construis, à travers ce que j'ai envie de transmettre. Elle fait partie de moi et c'est comme ça que sa mémoire continue de vivre. Et ce que je partage ici n'est que mon expérience, ce n'est pas une règle absolue. Et je sais aussi que tout le monde n'a pas cette possibilité, parce que parfois, eh bien, il n'y a personne à qui parler. La personne est partie sans prévenir, ou bien c'est quelqu'un que l'on n'a pas connu, comme on l'aurait voulu en tout cas, quelqu'un qui a fait du mal, qui a disparu sans qu'il n'y ait jamais eu de réponse, de procès, de reconnaissance. Et parfois, eh bien, je l'ai dit à plusieurs reprises, ce n'est même pas une personne, c'est un projet qui s'effondre, une carrière qui s'arrête. Une vie qu'on avait construite et qui n'existe plus. Et dans ces cas-là, eh bien, le deuil est d'autant plus lourd parce qu'on porte à la fois la perte et l'absence de tout espace pour la nommer. Et c'est ici que se trouve la différence entre le deuil qui va enfermer et celui qui va transformer. Le deuil qui enferme est celui dans lequel on reste figé dans ce que l'on a perdu, où toute notre énergie est finalement tournée vers ce qui n'est plus. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est ce que l'on a vu avec le biais de familiarité. Ok ? Et puis, eh bien, il y a le deuil qui transforme, et qui n'est pas forcément un deuil plus facile ou moins douloureux, mais c'est un deuil qui nous demande à un moment donné d'accepter que ce que l'on a vécu fasse partie de notre histoire, sans qu'il indique la suite. Et on va parfois ressentir la tristesse, parfois du soulagement, parfois même une forme de paix, et tout ça est valide. Ce qui compte, c'est que l'on passe de « je suis la personne qui a perdu » à
Je suis la personne qui a traversé ça et qui continue. Et cela est possible même quand il n'y a pas eu de clôture, même quand rien n'a été dit, même quand on n'a pas reçu de réponse ou de reconnaissance, encore une fois. Mais ce qui permet d'avancer, ce n'est pas d'avoir eu les conditions idéales avant la perte, c'est de choisir à un moment de ne plus laisser cette perte décider de qui l'on est. Et c'est là que le travail commence. Vous savez, un jour je me suis arrêtée, je me suis demandé, suis-je obligée de faire le deuil tel qu'on l'entend ? Est-ce que faire le deuil veut forcément dire oublier ? Parce que c'est souvent l'injonction qui est faite derrière les phrases du genre fais ton deuil, passe à autre chose, tourne la page, c'est du passé. Alors qu'en fait, faire le deuil, c'est regarder ce que l'on a vécu pour ce que c'était, ni plus ni moins, et choisir consciemment ce qu'on en fait aujourd'hui. Quand le lien a été sain, quand j'ai aimé cette personne et qu'elle m'a aimé, je peux laisser partir la douleur en me disant qu'elle continue à travers moi, à travers ce qu'elle m'a transmis, les valeurs qu'elle m'a données, dans ce que je décide d'honorer, dans ma manière de vivre. C'est ce que je vous disais avec ma grand-mère. Et ça, ce n'est pas un poids que nous portons, c'est un héritage. Un héritage que l'on choisit et non que l'on subit. Et dans le cas où le lien n'a pas été sain, ou quand il n'y a même pas eu de lien à honorer, tout ce que j'ai posé plus tôt dans cet épisode reste valable. Le deuil de ce qu'on n'a jamais reçu, le renoncement à la réparation, la perte d'un projet ou d'une carrière, sont des deuils qui demandent le même mouvement. Ils demandent à être traversés, avec tout ce que cela implique. Et une fois que c'est fait, eh bien, on peut vivre avec ce que l'on a vécu dans le présent, soit en le portant, comme je disais, comme un héritage à honorer, soit comme une expérience de plus que l'on a acquise, sans que cela ne devienne une charge pour aujourd'hui et pour demain. Et pour y parvenir, eh bien, il est parfois nécessaire d'être accompagné, d'avoir quelqu'un en face de soi qui comprend ce que l'on traverse et qui sait comment nous aider à faire les choses à notre propre rythme. Et je le dis, mais il n'y a aucune honte à avoir besoin de ce soutien. Et si vous vous reconnaissez vous-même dans ce que je vous ai partagé aujourd'hui et si vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui n'a pas été traversé et qui continue de peser intérieurement, alors vous trouverez le lien de mon site en barre de description. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de m'écouter et j'espère vraiment que cette lecture viendra compléter celle que vous aviez déjà et que cela vous permettra de trouver votre ancrage, de trouver la force de laisser s'en aller le poids de vos pertes tout en gardant le meilleur de cette expérience. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.